aux urnes ce 20 avril pour l'élection de leurs représentants au CAPCD. Le CELS originel appelle les enseignants au boycott. Son leader dénonce une mascarade contre les contractuels et autres ayants droit. Argument balayé d'un revers de main par le directeur de la fonction publique. La construction et l'exploitation de la gare de Touba divisent le regroupement des chauffeurs et transporteurs et le promoteur chargé de l'affaire. La pomme de discorde, un détournement d'objectifs et un non-respect des clauses du contrat. La dynamique unitaire adoptée par l'opposition lors du référendum va-t-elle tenir jusqu'aux prochaines joutes électorales? Acteurs politiques et analystes se prononcent. Beaucoup estiment que cette alliance peut survivre. C'est le dossier du jour. Aimez-vous les mangues et les mad? Ces fruits commencent à faire leur apparition. Les vendeuses rivalisent d'astuces pour attirer la clientèle. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Les fonctionnaires vont élire ce mercredi leurs représentants aux commissions administratives et paritaires et le conseil de discipline. Le CELS originel demande aux enseignants de boycotter ces élections. Omar Wali Zoumarou soutient que ces joutes sont une mascarade qui écarte les contractuels et autres ayants droit qui leur empêchent de pouvoir voter. On voit ça avec Ndeye Fatimlo. Les élections aux commissions administratives, paritaires et conseils de discipline CAPCD participent au bon fonctionnement de l'administration. Il a pour objectif d'élire des représentants des personnels au sein des commissions administratives. Elles concernent tous les fonctionnaires en service et en activité, hormis ceux relevant des lois portant statut spécial. À ces élections doivent voter les fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires en service et en activité. Les fonctionnaires aussi qui sont régis par des lois dites spéciales ne sont pas concernés. C'est à l'occurrence, je peux citer les magistrats, les inspecteurs généraux d'État, les forces de défense et de sécurité. Bien qu'ils soient fonctionnaires, ils ne sont pas concernés par ces élections puisqu'ils sont régis par une loi ou bien par des lois dites spéciales. Cependant, le CELS, syndicat des enseignants libres du Sénégal, appelle au boycott. Il exige des élections pour tous, sans exclusive. Selon les autorités gouvernementales, il n'y a que les fonctionnaires, c'est-à-dire ceux-là qui ont été titularisés avant 35 ans, qui peuvent participer à ces jeux électoraux. Raison pour laquelle nous exigeons soit qu'on organise des élections pour tout le monde, ou bien tout simplement nous allons boycotter. Nous pouvons d'ores et déjà dire que moins de la moitié même des enseignants va participer à ces élections. Donc ça, c'est déjà une victoire pour nous. Des propos que refute le directeur général de la fonction publique. Il assure que tout le monde est concerné, mais libre à qui bon le son de voter. Dire que les décisionnaires, les contractuels ne sont pas concernés, ce n'est pas un argument qui fait le poids, puisque la loi 61-33 relative au statut général des fonctionnaires a bien précisé en son article 19 que ce sont des élections qui intéressent les fonctionnaires. Je crois que c'est extrêmement clair. On ne peut pas déroger à la loi et faire voter des agents qui n'en ont pas le droit. Les gens sont libres d'aller voter, comme ils sont libres aussi de ne pas prendre part à ces joutes. Depuis 2004, il n'a pas été procédé au renouvellement des mandats des représentants des fonctionnaires dans la CAPCD. Ce mercredi, à 8 h, les élections CAPCD vont se tenir sur toute l'étendue du territoire national. D'enseignants organisent une marche le 28 avril prochain. Ils jugent insuffisantes les propositions du gouvernement. Syndicalistes et autorités gouvernementales se sont réunis ce lundi au ministère de l'économie et des finances pour trouver un consensus à leurs différends. Même si le gouvernement s'engage à régler la question de la mise en solde et le paiement des rappels, du côté des enseignants, on émet quelques réserves. Ibrahim Fall était sur place. L'argent est le nerf de la guerre, a-t-on l'habitude de dire. Une préoccupation du gouvernement du Sénégal. Les autorités en charge de régler la crise scolaire ont décidé de payer intégralement la mise en solde et le paiement des rappels. Nous avons, conformément à la volonté du chef de l'État, d'apurer les arriérés d'un montant de 24 milliards 200, annoncé qu'au mois de juin, 10 milliards seront payés. Au mois d'août, 5 milliards vont être apurés et les 9 milliards 200
feront l'objet de paiements durant le dernier trimestre de 2016, à savoir pour les mois d'octobre, novembre et de décembre. Nous avons espoir, et c'est là où nous voulons vraiment en finir, que les syndicats d'enseignants vont comprendre que le gouvernement est dans une démarche d'amélioration véritable de leurs conditions de vie et d'existence. Mais cela ne peut se faire que dans un climat apaisé. Venus représenter les enseignants, les syndicalistes disent avoir pris acte de ces décisions, tout en émettant des réserves sur certains points. Par rapport au système de rémunération, il faut le dire, ce n'est pas précis. Le DMC, il a déroulé. Nous prenons acte et naturellement, on va en plénière demain évaluer et prendre position. Pour le QSEMS, nous avons émis des réserves concernant le stock existant. Nous avons également émis des réserves en ce qui concerne le paiement des rappels. Énième rencontre pour apaiser le climat social, les acteurs de l'éducation se sont encore retrouvés comme un seul homme pour terminer l'année en paix. Cependant, l'inquiétude demeure vu que le QSEMS émet des réserves sur certains points au cours de cette rencontre. Autrement dit, la crise scolaire est loin de connaître son épilogue. Nous changeons de registre. Le leader de Djibouti Sénégal dénonce le transfèrement de 2 ex-prisonniers de Guantanamo à Dakar. Selon lui, ces personnes sont dangereuses pour la sécurité du pays. Moudban invoque comme preuve des rapports du ministère de la Défense des États-Unis qui attestent du caractère dangereux des détenus. Il juge fallacieux l'argument du gouvernement qui parle d'asile humanitaire. Kodinjay nous en dit un peu plus. Ces documents, selon le journaliste Moudban, des rapports du ministre américain de la Défense, des rapports dans lesquels les États-Unis étalent la dangerosité des détenus devant être transférés de Guantanamo à Dakar. Salem a été un des proches collaborateurs de Ben Laden. Il est membre de Al-Qaïda. Il a fait de grandes écoles. Omar également est un homme, lui également, extrêmement dangereux selon les Américains qui ont dit à travers le rapport que lui, c'est quelqu'un qui est capable de reconstituer des organisations très hostiles à la société. La coalition Djibouti Sénégal s'interroge sur le modus operandi d'un tel transfèrement, car selon elle, la thèse humanitaire brandie par l'État du Sénégal ne tient pas debout. Nous, selon les informations que nous avons, les Européens ont refusé d'accueillir ces prisonniers, ces terroristes. Parce que l'Europe est attaquée à son cœur au niveau même de la capitale de l'Union européenne à Bruxelles. On sait que les Américains ont la bombe atomique. Les Américains sont 1000 fois plus armés que le Sénégal. Ce n'est même pas comparable. Moudban et ses camarades n'écartent pas de saisir la justice contre toute autorité impliquée dans cette affaire. On n'accorde pas l'idée de poursuivre en justice toute personne impliquée dans cette affaire-là, parce qu'il s'agit d'une atteinte à la sûreté de l'État. Beaucoup s'interrogent sur la présence ou non de ces détenus à Dakar. Selon Moudban, ils n'ont pas encore foulé le sol sénégalais. Il a par ailleurs fustigé la démarche unilatérale du gouvernement sénégalais sur cette affaire, qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. L'interpellation des 4 Sénégalais en Gambie est une provocation de plus de la part de Yaya Jammeh. C'est la conviction de Moudban, leader de la coalition mouvement Djibouti Sénégal. Il estime que le président Macky Sall doit convoquer la CEDEAO et prendre des sanctions contre les dérives du président gambien. Le voici. C'est une provocation de plus. C'est parce que Macky Sall, depuis quand il est venu à la tête, quand il est arrivé à la tête du pays en 2012, Yaya Jammeh a exécuté Tabara Samb. Rien n'en est suivi. Les gens ont nous n'avons même pas encore reçu le corps de Tabara Samb. C'est une provocation de plus qui est inacceptable, qui est intolérable. Et Macky Sall, le président Macky Sall, doit prendre ses responsabilités. Mais il doit, ça dit que d'abord, par rapport à ses fonctions de président de la CEDEAO, il doit convoquer un sommet de la CEDEAO pour que Yaya Jammeh, des sanctions soient prises contre Yaya Jammeh et toutes les personnes qui sont avec lui. Parce que vraiment, le Sénégal a trop souffert de ces manœuvres. Et c'est quelqu'un qui ne nous aide pas, même concernant le dossier en Casamance. C'est surtout que c'est une provocation de plus. Comme lui, il a eu le courage d'exécuter Tabara Samb, personne n'a rien dit. Le fait d'arrêter 4 personnes, je pense que ça ne lui fera absolument rien.
Aux dernières nouvelles, le président Yaya Jammeh a libéré les agents du ministère de l'Environnement qui avaient été arrêtés en territoire gambien. Ils devraient passer la nuit à Nianing, une localité située dans le département de Médina Yoro Fula. Nos confrères de Sénéweb ont appelé le directeur des Sénégalais de l'extérieur qui a confirmé l'information. Le Sénégal accueillera le 3e salon de l'enseignement supérieur des États membres de l'OCI. L'activité est prévue du 9 au 12 mai prochain. Le thème retenu, enseignement supérieur pour une meilleure qualité et employabilité. En prélude à ce grand rendez-vous, les ministres du Commerce et de l'enseignement supérieur ont expliqué l'importance du salon et le choix porté sur le Sénégal. Je propose de suivre les explications de Alun Sarr et de Marita Ounian au micro de Aïssatou Dioptal. L'organisation du 3e salon et forum des services de l'enseignement supérieur des États membres de l'OCI s'inscrit donc parfaitement dans la voie de la dynamisation des échanges entre les pays membres de l'OCI. Ce salon donc vient renforcer les initiatives prises par le commerce en collaboration avec l'enseignement supérieur pour une diversification de nos exportations. Ce choix de notre pays par l'OCI pour abriter cet événement, loin d'être fortuit, est certainement motivé, entre autres, par le fait que notre pays dispose d'un système éducatif performant et compte parmi les meilleures universités en Afrique de l'Ouest et accueille une communauté importante d'étudiants étrangers. Il sera le 3e, après le premier organisé en Chypre du Nord en 2011 et le 2e organisé en Malaisie en 2015. Il a pour objectif de promouvoir les services de l'enseignement supérieur dans les États membres de l'Organisation de coopération islamique en général et ceux de la République du Sénégal en particulier. Publication ce mardi d'un document de plaidoyer pour le développement des PME de l'économie numérique. Ce texte liste les obstacles liés à l'investissement et le développement des petites et moyennes entreprises au Sénégal. Réunis autour d'Optique, l'organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication, ils ont plaidé pour la révision du code des télécoms. Mansour Sow a assisté à la rencontre. L'économie numérique occupe aujourd'hui une place prépondérante dans le développement des PME. Au Sénégal, ce secteur est en pleine mutation, mais force est de constater qu'il fait face à un certain nombre de contraintes liées notamment au code des télécoms qui plombe souvent son essor. C'est tout le sens de ce plaidoyer du secteur privé regroupé autour d'Optique, l'organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication. On s'est toujours battu pour que ces décrets d'application sortent, mais aujourd'hui je pense qu'il faut aller plus loin. Concrètement, il faut aller vers un retoilettage carrément en fait du code des télécommunications parce que les choses ont beaucoup bougé depuis et maintenant, cette fois-ci, ce qu'on demande quand même à nos partenaires du public, c'est qu'on ait face à un package global entre les textes de loi et les décrets d'application. Le diagnostic a été fait et nous sommes en train de planifier l'actualisation globale du cadre juridique qui va revoir toutes les dispositions qui gèrent aujourd'hui le secteur des télécommunications. C'est une problématique très complexe que vit le secteur privé dans la gestion du secteur des télécommunications, mais le ministre des Postes et Télécommunications, sous instruction du président de la République, est en train de travailler sur cette actualisation qui va démarrer certainement avant la fin du mois de juin. Pour davantage permettre aux PME d'accéder à la commande publique et jeter les bases de son développement, l'État du Sénégal a mis sur pied un parc de technologies numériques à Diamniadio. Au niveau du parc technologique, nous avons monté un projet sur 25 hectares à Diamniadio avec un financement de 70 millions d'euros, donc autour de 45 milliards. Et c'est un parc qui va permettre d'héberger l'ensemble des entreprises du secteur privé, mais également d'y héberger des centres de formation et d'y héberger un centre d'incubation qui va permettre à l'ensemble des jeunes qui ont des start-up de pouvoir s'y installer. Aujourd'hui, le parc des technologies numériques vient vraiment à son heure. Je dois dire que c'est un projet concret avec 70 millions de dollars de financement qui sont acquis et donc le secteur privé il prendra toute sa part
je veux dire, bénéficier donc de tous les avantages qui pourront nous être accessibles dans le cadre de ce PTN-là. Donc nous saluons cette initiative qui va bientôt se concrétiser. Ce plaidoyer pour le développement des PME de l'économie numérique au Sénégal est articulé autour d'un document stratégique. Il se veut un cadre de réflexion des chefs d'entreprise du secteur en vue de favoriser le développement de l'économie numérique. Connaissez-vous les aflatoxines? Ce sont des toxines qui proviennent des champignons. Elles sont aussi bien pour les populations que les animaux. L'Union africaine et le groupe de travail sur les aflatoxines se sont réunis ce mardi à Dakar. Un cadre d'échange destiné à l'élaboration et à la validation d'un plan d'action de lutte contre les aflatoxines. Le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, par le biais de son représentant, a décidé d'accompagner cette initiative. Les précisions de Ababakar Sader. L'aflatoxine, un produit cancérigène issu d'un champignon qui fréquente les plantations d'arachides et de maïs, était au cœur de cet atelier. Des experts se sont réunis pour combattre ce fléau et sensibiliser les paysans. Un plan national de lutte contre les aflatoxines a été élaboré. L'objectif, c'est que ce plan d'action de lutte contre l'aflatoxine soit pris en compte par le gouvernement du Sénégal et que toutes les parties prenantes puissent se réunir afin donc de le mettre en valeur, le mettre en pratique. Et elle est certaine que si ceci est fait, le Sénégal va parvenir donc à réduire le taux d'aflatoxine à des valeurs très minimales. L'association des consommateurs compte jouer sa partition pour l'éradication d'un tel risque, ce qui permettra à l'agriculture sénégalaise d'être plus compétitive au niveau international. Une étude a été faite et on a remarqué les régions au niveau du bassin arachidier qu'il y avait la présence de l'aflatoxine qui, comme on l'a dit, est néfaste pour la santé. Donc il a fallu qu'on en arrive à ce plan de lutte contre les aflatoxines au Sénégal. Et en tant que défenseur des consommateurs, le volet sensibilisation et information est très important. Il faut informer parce que le danger est là, mais les gens n'en prennent pas tellement conscience. Et je crois que c'est le moment, vraiment, avec les moyens qui vont suivre, de faire des campagnes de sensibilisation et d'information, faire un plaidoyer au niveau des décideurs. Au terme de cet atelier, le plan d'action sera validé et remis aux décideurs. Ces derniers, en partenariat avec l'Union africaine, vont veiller à son application. Direction Touba, le regroupement des chauffeurs et transporteurs de la localité et le promoteur chargé de la construction et de l'exploitation de la gare ne parlent plus le même langage. À l'origine de la brouille, un détournement d'objectifs et un non-respect des clauses du contrat qui lie le promoteur au khalife des Mourides. Les transporteurs réclament la résiliation du document. Ibrahim Sow est le secrétaire général du regroupement des chauffeurs. Il est au micro d'Elhadj Modou Gueye. D'ici sous peu de temps, ce que vous allez voir sera de la volonté des chauffeurs, Inch'Allah. Les chauffeurs ne peuvent plus travailler. Ils ne peuvent plus travailler dans cette gare routière. Cause de ces gens-là qui sont dans la ville, qui prennent les clients n'importe où, n'importe comment, et sans l'avis des autorités. Le promoteur qui n'a pas encore fini les travaux, il a anticipé la venue des chauffeurs, mais de son côté, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Vous voyez actuellement, bon, vous voyez qu'on n'a même pas une gare routière, hein, on a un centre commercial. Vous voyez qu'il y a des cantines partout. Partout où vous allez dans cette gare routière, vous voyez que des cantines. Le promoteur a fait un détournement d'objectif, parce qu'on avait créé, on lui avait dit de faire une gare routière moderne. Mais de là, il a fait un centre commercial. La prise en charge des enfants démunis préoccupe le communicateur traditionnel Elhadj Mansour Mbaye. 1 million de francs CFA, c'est la somme qu'il promet au village d'enfants SOS Sénégal où il était en visite. Elhadj Mansour Mbaye a profité de l'occasion pour demander au chef de l'État de venir en aide à cette couche vulnérable. Les détails avec Adja Antedja. C'est avec beaucoup de plaisir que le président des communicateurs traditionnels a visité le village d'enfants SOS Sénégal.
Une visite qui entre dans le cadre de la célébration des 40 ans de cet institut. Le choix porté sur cet homme est loin d'être fortuit. El Hadj Mansour Mbaye, quand même, nous comptons toucher beaucoup de Sénégalais, surtout au sommet de l'État, le président de la République, les ministres, les grandes entreprises. Pourquoi? C'est pour pouvoir, les amener à contribuer quand même pour améliorer la qualité de la prise en charge des enfants qui nous sont confiés. Un immense plaisir donc pour les pensionnaires de cet institut. Et El Hadj Mansour Mbaye compte aussi appuyer ce projet. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Je peux dire que c'est une grande surprise pour moi. Le village d'enfants SOS Sénégal mérite d'être accompagné et je vais le commencer par moi-même. Je leur donne 1 million de francs CFA et je leur promets aussi de faire appel au président de la République Macky Sall et de la première dame Marième Faye Sall d'accompagner le village. Les enfants, eux, n'ont pas manqué de manifester leur contentement. Oui, recevons ce soir un citoyen, un rassembleur, celui qui a renommé Abdou Diouf, l'homme de Taïf, le gardien de la Constitution, Abdoulaye Wade, le président de tous les Sénégalais, et Macky Sall, le président de l'espoir, Mamboy Dundal Badoumou Sapila. Nous sommes très heureux de le recevoir ici au village d'enfants SOS. Nous l'avons toujours vu à la télévision, mais nous avons toujours voulu le voir en face, devant nous. Une maison dans ce village porte désormais le nom de El Hadj Mansour Mbaye. Une surprise pour le communicateur traditionnel qui promet de suivre de près le village d'enfants SOS Sénégal pour une meilleure visibilité. Merci Adja Antedjan. Une délégation d'élèves de plus de 20 pays à travers le monde séjourne dans notre pays. Ils sont au Sénégal pour prendre part au Festival international de culture et des langues. Occasion saisie par ces jeunes pour visiter les locaux de la DTV. Ils ont apprécié le travail et le dynamisme qu'ils ont trouvé à la dernière année des télévisions, n'est-ce pas, Mansour Sow? Thank you Sénégal, thank you DTV. La DTV, la dernière année des télévisions, fait encore l'objet d'une curiosité certaine. C'est toutefois des élèves venus du Kosovo, de l'Irak, de l'Arménie et de l'Afrique du Sud ont chacun dans sa langue tenu à exprimer leur joie d'être au Sénégal. Vraiment, nous avons été bien accueillis ici. Nous vous remercions infiniment, vraiment, parce que les gens sont accueillants. C'est ça qu'on voudrait voir et on voudrait leur montrer aussi. En tant que Sénégalais, en tant que des responsables ici au Sénégal, nous, on voudrait leur montrer l'esprit de la teranga ici au Sénégal. Le 23 avril, le Grand Théâtre de Dakar sera le point de ralliement de ces jeunes venus de plus de 20 pays à travers le monde. C'est à l'occasion du Festival international des cultures et des langues. The precious on, feel it. You've got it all, believe it. When you forget up, and if you forget up, samina mina sangaliwa. Cause this is Africa. قلت لها يا حلوة رويني عطشان مية زقيلي. قالت لي روح يا مسكيني قالت لي روح يا مسكيني ماينا ما يروى العطشان. Ces élèves-là viennent ici non seulement pour représenter leur pays et pour se connaître et pour échanger certaines choses ensemble, mais aussi par le biais de cette occasion, ils passent quelques temps ici, ils essayent de découvrir le Sénégal, l'esprit de la teranga ici au Sénégal. Le Festival international des cultures et des langues est initié par le groupe Yavuz Selim en partenariat avec le ministère de la Culture. Il permettra aux jeunes venus d'horizons divers de se rencontrer, de partager leur richesse culturelle à travers des chants, la poésie, des danses folkloriques, le tout adossé en esprit de cohésion sociale.
Merci Mansour Sow. Je l'annonçais dans les titres, ce n'est pas encore la saison, mais les mangues et les fruits exotiques, communément appelés MAD, sont déjà visibles un peu partout dans Dakar. Ils sont ils proviennent très souvent de la sous-région et coûtent très cher. Pour faire plus de profit, les vendeuses rivalisent d'astuces pour attirer la clientèle. C'est un reportage de Fatou Bintou Diagne. À Dakar, nombreux sont les lieux où l'on vend ces fruits, mangue, saba sénégalensis, plus connus sous le nom de MAD. Même si ce n'est pas leur période, ces fruits sont très prisés. J'aime bien le MAD confit, certes c'est cher, mais j'en raffole. J'ai acheté ce pot à 1000 francs, je ne peux pas m'en passer. Ça dépend d'Allemagne, mango, c'est de Dakar parce que si tu as Elle prépare des mangues, des MAD, c'est très bon et c'est hygiénique. Vraiment, j'aime bien déguster ces fruits. Ces fruits sont aujourd'hui très onéreux car provenant de la sous-région. Le MAD coûte cher car il provient du Mali et de la Côte d'Ivoire, mais nous vendons ceux du Mali. Et concernant les mangues, on achète par détail. Actuellement, les vendeuses ont trouvé un autre moyen d'écouler leurs produits. Ces fruits sont maintenant confits. J'achète mes produits à syndicat et j'achète en quantité. Le soir, mes sœurs m'aident à épulser et à préparer les fruits. Ces fruits confits ont plus de goût et c'est plus pratique. Je vends les pots entre 500 et 1000 francs. Et j'ai des commandes de partout, même en Europe. Également, je peux dire que j'y trouve mon compte. C'est avec cela que j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Pour avoir plus de profit, ces vendeuses ont diversifié leurs produits. En plus des MAD et des mangues confits, le tamarin et le pain de singe sont préparés de la même manière au grand bonheur des femmes. Fatou Bintou Diagne qui en connaît un rayon sur ses produits. Le dossier du jour s'intéresse à la dynamique unitaire adoptée par l'opposition lors du dernier référendum. Cette coalition va-t-elle résister aux ambitions des leaders qui la composent? Mayoro Faye du PDS et Moussa Diakhaté de Bokk Gis Gis affichent leur optimisme. Ils pensent que cette union est nécessaire pour faire face aux agissements du pouvoir. Le journaliste Momar Diong estime que ce bloc de l'opposition peut survivre jusqu'aux prochaines élections législatives. C'est un travail de Côte d'Indjaï. Le référendum du 20 mars dernier avait fini de regrouper l'opposition autour d'une large coalition. Le FPDR s'était renforcé avec l'arrivée de Bokk Gis Gis, de Rewmi et du Grand Parti. Question, cette dynamique unitaire va-t-elle tenir le coup jusqu'aux prochaines joutes électorales? Je pense bien que cette dynamique unitaire qui a déjà fait ses preuves va se maintenir et que les différents partis qui composent cette opposition se sont rendus compte que c'était important d'être ensemble. La dernière expérience a été le référendum et bien avant des cadres ont été conçus tels que le FPDR, le cadre de concertation des leaders de l'opposition et chaque structure quand même a travaillé à cette dynamique unitaire. Et le résultat que nous avons obtenu récemment par rapport au référendum est un résultat satisfaisant. Je le pense, je le crois, je le souhaite. Et j'invite les leaders de l'opposition à se donner la main, à maintenir cette coalition si possible. À défaut, ceux qui peuvent aller ensemble, aillent ensemble. Mais pour y arriver, au-delà de cette volonté de parti, il va falloir qu'on s'entende sur l'essentiel. Et j'invite les leaders de l'opposition à travailler autour des points forts de consensus. Même dans un parti, dans un même parti, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais au moins qu'il y ait un minimum sur lequel tout le monde tombe d'accord pour qu'on essaye de sauver cette coalition et aux échéances futures, imposer une cohabitation au camp d'en face. Ce journaliste et analyste politique pense quant à lui qu'une telle alliance peut au moins durer jusqu'aux prochaines législatives. Je crois que la première leçon que l'opposition devrait tirer de ce référendum, c'est que sans son unité,
il y aura énormément de problèmes pour qu'ils puissent offrir une alternative crédible aux Sénégalais. Je crois qu'ils ont compris qu'ils doivent maintenir cette dynamique unitaire et il me semble que cette dynamique unitaire sera maintenue peut-être jusqu'aux législatives de juin 2017. Je crois que si l'opposition veut gagner le maximum de sièges à l'Assemblée, elle ne peut pas faire l'économie d'une unité encore beaucoup plus manifeste que ça ne l'a été avec le référendum. Beaucoup de leaders de cette coalition ont déjà affiché leur volonté de briguer la magistrature suprême. Toutefois, des alliances restent possibles, selon ses responsables. Pour le moment, c'est des leaderships éclatés. Chaque chef de parti est leader en soi. Et maintenant, au moment où nous éprouvons le besoin d'être ensemble, de rester pour les législatives, nous allons en parler et certainement des critères valables, des critères pertinents seront dégagés pour nous permettre les uns avec les autres de construire une liste si c'est nécessaire. Pour ce qui est des législatives, nous pensons que comme c'est une élection de liste, nous pouvons nous entendre autour d'une liste, mais surtout d'un projet de rupture par rapport à l'Assemblée. Quelle est l'offre politique sur laquelle la coalition de l'opposition est d'accord ou serait d'accord pour battre campagne pour une cohabitation? Pour les présidentielles, je crois que le modus operandi a été dit. Ceux qui se sentiront prêts à aller comme candidats, ils le seront. Et au second tour, il y a une solidarité derrière. Le journaliste considère les prochaines législatives comme étant des primaires pour dégager un leadership issu de ce bloc. Dans le cadre d'une alliance très large de l'opposition, si on peut imaginer des investitures à la carte au niveau du scrutin majoritaire départemental, il est clair que sur cette base-là, ils peuvent avoir le maximum. Je m'explique. Si par exemple l'opposition au niveau de la banlieue, sachant que le Parti démocratique sénégalais est bien implanté là-bas, accepte dans le cadre d'investiture de se mettre derrière des candidats du Parti démocratique sénégalais, il est clair qu'ils ont beaucoup plus de chances d'avoir quelque chose. Il en est de même pour ce qui est du Parti démocratique sénégalais dans ce que j'appelle le pays mouride, Diourbel, Bambey, Mbaké, etc. et Touba. Ils peuvent faire pareil avec l'UCS de Ablaye Baldé dans la partie sud du pays. Ils peuvent faire pareil avec Cheikh Bamba Dièye à Saint-Louis. Maintenant, il est clair qu'au lendemain de ces législatives et du poids qui sera reconnu et qui sortira des urnes des principaux leaders de l'opposition, peut-être qu'un leadership va émerger, un ou deux, derrière lesquels peut-être des partis de l'opposition pourraient se retrouver. Ces responsables de l'opposition sont conscients que seule l'union devra garantir leur existence politique. Le référendum du 20 mars en a donné un avant-goût. Reste maintenant à savoir si cette coalition va résister aux ambitions des différents leaders qui la composent. Place à présent à l'actualité internationale. Nous ferons un tour en Afghanistan, en Turquie et en Syrie. Dans le dernier pays cité, près de 44 civils ont perdu la vie dans des bombardements sur des marchés près de la province syrienne. Le point avec Pape Ousmane Sissé. Au moins 14 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés mardi 19 avril dans les frappes, vraisemblablement de l'armée de l'air syrienne sur des marchés dans la province syrienne d'Idlib, nord-ouest, bastion de la branche d'Al-Qaïda. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, au moins 37 civils ont été tués sur un marché à Maret al-Noman et au moins 7 civils ont péri sur un marché à Kaframbel, précise l'ONG. Selon l'agence de presse gouvernementale Anatolie, les forces turques ont tué 32 membres présumés du groupe État islamique en représailles à l'attaque d'un de ses chars près d'une base turque dans le nord. Les soldats ont d'abord détruit un bâtiment utilisé par l'État islamique, tuant 10 djihadistes présumés. Ils ont ensuite tué 22 autres combattants qui prenaient la fuite, portant à 32 tués le bilan, un bilan invérifiable de manière indépendante dans l'immédiat.
Un attentat suicide à la voiture piégée et une fusillade ont fait au moins 30 morts et 320 blessés ce mardi 19 avril au matin dans le centre de Kaboul. L'attaque a été revendiquée par les talibans une semaine après avoir annoncé le début de leur offensive de printemps. Les talibans ont revendiqué cet attentat suicide à la voiture piégée, une tactique dont ils font régulièrement usage contre la police et l'armée afghane, ainsi que les services de renseignement qualifiés de l'Arban. Et nous terminons par cette note de la Fédération sénégalaise de football. Elle informe qu'elle n'est ni de près ni de loin associée à l'organisation de journées de détection de talents au football pour des enfants âgés de 8 à 14 ans et sur les conditions financières de participation à ce programme. Par conséquent, elle invite les populations à s'abstenir de toute contribution financière ou autre engagement avec ces structures. Dans le document, la Fédération précise, je cite, elle se réserve le droit de diligenter toute poursuite judiciaire contre les organisateurs de ces activités non autorisées. Fin de citation. Et également, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.